Sénateur, je voudrais qu'on parle justement dans le cadre du bassin de la Méditerranée, des pays comme la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. Votre point de vue quand vous observez la Tunisie aujourd'hui, vous dites que la Tunisie respecte les principes qui sont ceux d'écologie, la Tunisie se développe. Quelle est, d'une façon générale, globale, votre vision de la Tunisie d'hier, celle que vous avez connue, et de la Tunisie que vous envisagez demain? Eh bien écoutez, je crois que il y a d'une part une très bonne coopération franco-tunisienne. J'ai eu le plaisir à différentes reprises et pour différentes raisons l'occasion de visiter la Tunisie, que ce soit le sud, que ce soit le littoral, que ce soit la partie intérieure, hein, et je suis, je dirais, surpris, agréablement surpris de voir un pays qui a si peu de ressources. En fait, c'est du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, c'est le pays le plus pauvre. C'est celui peut-être qui accroche le moins. Hein, vous n'avez pas de site extraordinaire. Hein. Eh bien, ils vivent essentiellement de la pêche, mais du tourisme, et puis également un peu d'immobilier. Et je trouve que ce qui a été fait est véritablement quelque chose qu'il faut saluer. Parce que pour un pays qui a aucune richesse, hein, et avoir une économie aussi fragile et la maintenir comme ils l'ont fait, eh bien, je crois quand même que c'est difficile. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 40 ans, la Tunisie avait 2 millions d'habitants. 40 ans après, il y en a 8 millions et demi. Alors il y a aussi à faire vivre tous ces gens. Et je crois que ce qu'ils ont fait, eh bien, chacun voit avec ses lunettes. Hein, mais je crois que ce qui a été fait, l'a été, je dirais, bien, et c'est ce qui a été fait méritoire. Alors vous parliez de la barbarie qui plus tard devient l'Algérie. Oui. Vous avez la même analyse? L'Algérie, c'est différent. L'Algérie est un beau pays que j'ai connu dans des conditions peut-être un peu plus difficiles, mais j'étais plus jeune, hein, et puis bon, c'était un moment à passer bien évidemment difficile pour beaucoup de pieds noirs. Beaucoup de gens qui ont perdu leur pays d'origine, qui avaient tout misé sur ce pays. Mais l'Algérie, c'est un pays qui a des richesses énormes. Aujourd'hui, vous avez du pétrole, vous avez des minerais, vous avez un littoral qui est magnifique, donc le tourisme, tout ça peut se développer. Il y a une pêche aussi qui est très riche, vous voyez. Et pour la petite histoire, il faut savoir que la Tunisie, l'Algérie s'appelait la barbarie autrefois, hein, et que ce sont les pieds noirs, les premiers Français qui se sont installés là-bas, qui lui ont donné le nom d'Algérie. Sans ça, c'était la zone qu'on appelait la barbarie. Si nous arrivons au Maroc. Oui. Eh bien, le Maroc, je dirais pour moi, la première approche, c'est un pays qui est magnifique parce qu'il est très coloré. Le Marocain est beaucoup plus vif, beaucoup plus accrocheur. Vous voyez, il porte en lui beaucoup de fierté, une certaine assurance. Et puis il a une histoire aussi qui est une histoire riche. Mais je crois que c'est ce pays qui a un peu de désert, qui a des montagnes impressionnantes, un littoral très attrayant, hein, et où il y a une jeunesse, je dirais, mystérieuse au Maroc.
voyez, où que l'on soit, il y a une vie, il y a quelque chose qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs. Et quand vous faites un comparatif de ces trois pays-là, vous vous dites qu'économiquement, ils se sont beaucoup développés ces 40 dernières années où il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Oh, beaucoup d'efforts, vous savez, tout évolue, les techniques évoluent, l'économie évolue, les centres d'intérêt évoluent, donc on n'est jamais arrivé. Je crois que, regardez ceux qui vivaient essentiellement du revenu du pétrole, les cours du pétrole se sont effondrés, il y a moins de revenus. Donc il faut quand même penser qu'il faut trouver d'autres richesses, exploiter, créer d'autres activités sur le plan économique, ne pas penser que ce sera vitam aeternam la richesse. Oui. Alors je souhaiterais qu'on termine cet échange par une note politique qui va être le dernier sommet sur l'environnement qui a été organisé ici en France. J'aimerais savoir si vous pensez que cette impulsion politique a servi au combat que vous menez depuis 20 ans, combat écologique que vous menez depuis 20 ans. Je voudrais savoir si, quand le président Sarkozy organise le sommet de l'Union pour la Méditerranée, ça a été une bonne impulsion politique pour mieux asseoir le combat politique aussi, le combat écologique que vous menez depuis 20 ans. Oui, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que l'Union pour la Méditerranée, c'est l'occasion de se rencontrer. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'occasion de travailler sur le même sujet parce que nous avons un destin commun. Et je pense que c'est une très bonne initiative et ceci est repris un peu dans les différents Grenelles de Jean-Louis Borloo, notre ministre d'État, lorsque celui-ci a lancé le Grenelle de l'environnement. Et aujourd'hui, c'est vrai, pour moi, c'est un moment de grande satisfaction de partager un espoir, un même espoir concernant la mer, vous voyez, ce Grenelle de la mer, car en effet, prenant la parole pour la première fois au Sénat, eh bien j'ai eu donc la possibilité de dire ce que je pensais depuis 20 ans, et je peux vous assurer que si on peut parler de réussite, c'est là où je la situe, cette réussite. Merci sénateur, vous étiez l'invité de la semaine, e-magazine Réveil FM. Je rappelle que vous êtes sénateur des Alpes-Maritimes, maire de Saint-Jean Cap-Ferrat. Vous êtes un grand connaisseur de la Méditerranée, plus particulièrement du bassin pour la Méditerranée. Merci d'avoir partagé ces passions dans ce lieu fort en lumière qui est la salle Médicis au Sénat. Merci encore sénateur et merci de nous réserver vos prochaines confidences. Voilà, mais c'est moi qui vous remercie d'avoir partagé ce moment et puis d'avoir pu vous exprimer ce que je ressentais à travers vos questions, bien évidemment.